ton banquier a un peu un pouvoir sur toi. C'est un des seuls qui peut te octroyer un crédit IMO. Et donc, tu te dis, j'ai un peu envie de faire plaisir parce que si un jour j'ai besoin de faire un crédit IMO ou si j'ai besoin de m'acheter une résidence secondaire, je vais avoir besoin de lui. Et donc, je trouve qu'il y a beaucoup de cas de figure où lui, consciemment ou inconsciemment, il joue un petit peu de ça. Un des premiers biais qu'on voit beaucoup chez le banquier, il se fait moins chier. Pousse à la prudence. À te proposer du livret A, il aura moins de taxes après-vente, il s'expose moins, à moins de baisse des marchés, toi il sait que tu vas aller le voir et il aura pas l'énergie ou les compétences pour te remettre sur un horizon long terme, pour t'expliquer, pour te faire prendre de la hauteur. Et du coup, il sait que c'est pas le meilleur conseil, mais il sait que lui, à titre perso, il s'achète la tranquillité. Si tu prends pas de risque, tu viendras pas l'embêter. Et là, on a eu un cas très récent la semaine dernière où une personne voulait mettre 200 000 euros et elle dit je veux juste quand même reboucler avec mon banquier. Et au final, c'est fini qu'elle investit que 100 000 euros chez nous et que lui a gardé 100 000. Donc il y a cet effet. Alors, je sais pas si c'est de la bonne ou de la mauvaise rétention, mais en tout cas, quand on repasse par la case banquier, effectivement, lui, il va essayer de maximiser la part qui reste chez lui. Et il y a vraiment ce réflexe de dire ok, c'est mon référent. Donc même si c'est sur deux plateformes, même si c'est sur deux actifs, je vais quand même repasser par lui, même s'il est pas forcément sachant sur ce sujet. Je pense qu'on dit pas assez aux gens, t'as 30 ans, tu dois absolument viser des hauts rendements en fait. Absolument. Personne ne dit ça. Pour donner quelques chiffres, nous on a 25 000 clients qui ont franchi le pas de multiplacement et 60% d'entre eux n'avaient qu'un livret A avant mon petit placement. Hello Thomas. Salut Delphine. Je suis ravie de te retrouver. Merci pour l'invitation. La dernière fois qu'on s'est vu, on s'est retrouvés sur une mission commune. On s'est dit, il faut qu'on dise la vérité. Enfin, c'est notre mission au quotidien, en fait. Ouais. On échangeait nos anecdotes du quotidien, tout ce que nos auditeurs ou toi, tes clientes rapportent. Des fois, c'est un peu cocasse. Des fois, c'est énervant, agaçant. Ouais. Et puis, on s'est dit que ça peut être pas mal de faire un épisode ensemble. Et puis, ça prend du temps à déconstruire. En fait, nous, avec nos clients qu'on va passer tous les jours, on n'a pas le temps en un mail d'essayer de dire quelle est notre vérité en tout cas. Ouais. Et là, effectivement, je trouve ça cool de pouvoir papoter un peu autour de ce sujet, essayer de gratter un peu sur tout ce qui est dit, enfin tout ce qui est conseillé qui ne devrait pas forcément être conseillé. Je sais pas toi, mais moi je me lasse pas de déconstruire. Il y a tellement de choses qu'on entend de manière commune sur l'argent, sur l'investissement, sur les placements. Personnellement, moi, je me lasse pas de répéter la même chose et de dire non, ouais. on vous dit pas la vérité. Ce qui est marrant, c'est que moi, ça fait 7-8 ans que je suis dans le métier et en fait, effectivement, c'est les mêmes il y a 8 ans qu'aujourd'hui et je pense que ça sera les mêmes dans 8 ans. Donc, je trouve que ça nous oblige à accepter sur des formats différents, mais de dire les choses, enfin, le fond est un peu le même, mais il faut réussir à trouver des angles un peu différents pour le dire, mais ouais, il faut répéter, ressasser, parce que on part un peu de loin, notamment en termes de pédagogie et de culture financière, et j'espère que suite à cet épisode, on arrivera à apporter une petite brique en plus. Bon, d'où viens-tu, Thomas ? D'où je viens ? Présente-toi. Donc moi, Thomas Perret, j'ai 32 ans, je suis un entrepreneur lyonnais et entrepreneur dans l'univers financier parce que j'ai commencé à travailler en banque d'investissement, d'abord aux États-Unis et ensuite à Paris. Et mon métier chez Natixis, qui était à la banque, c'était d'accompagner des investisseurs professionnels, donc des fonds de pension en l'occurrence, sur leur stratégie d'investissement. Et je me suis vite rendu compte qu'ils avaient accès à un niveau de conseil et à une typologie de produits auxquels les particuliers n'ont pas accès, notamment en France, où en fait le sujet de l'investissement est assez loin. Et donc j'ai décidé de créer, après ces 2 ans chez Natixis, mon petit placement en 2017, qui avait alors initialement cette vocation, cette ambition de dire vous aussi, même si vous êtes des petits placeurs, des petits épargnants, vous pouvez avoir accès aux mêmes produits que les très riches. Donc tu vois, c'était très sur un axe. On va te donner accès à des produits auxquels tu n'as pas accès. L'accessibilité, ouais. L'accessibilité, en fait, on agrégeait des petits placements pour faire un gros, tu vois. Aujourd'hui, on s'est beaucoup plus élargi. C'est pas juste on te donne accès à des produits auxquels tu n'as pas accès, mais c'est de l'accompagnement, de la pédagogie, une app. Parce qu'on s'est rendu compte que dire à des épargnants français un peu néophytes, on va te donner accès à des produits auxquels tu n'as pas accès, en fait, si lui, il connaît pas, il sait même pas qu'il n'a pas accès à certains produits. Voilà, donc c'était déjà un peu trop niché et un peu trop pour des experts de parler comme ça, alors que nous, on avait une vocation, enfin une ambition de démocratiser. Voilà un peu d'où je viens. Donc, ça fait 7 ans, bientôt 8 ans que l'aventure, mon petit placement a démarré. Et
pour donner quelques chiffres, nous, on a 25 000 clients qui ont franchi le pas de multiplacement et 60% d'entre eux n'avaient qu'un livret A avant mon petit placement. Donc, étaient vraiment des épargnants, tu vois, et nous, on essaye de les faire passer du statut d'épargnant au statut d'investisseur. Exactement. Donc, voilà pour nous positionner. Ce qui est pas facile, en fait, t'as toujours c'est plus facile d'aller chercher un peu des experts ou des intentionnistes parce que tu sais qu'ils s'y connaissent un petit peu déjà et t'as pas la partie pédagogie, éducation à faire. Tu peux directement leur vendre des produits. Nous, on pense qu'en tout cas, c'est notre élément un peu différenciant et dans un univers où il y a beaucoup de banques, il y a beaucoup de concurrence, on a décidé de garder ce parti pris qui est challengeant, mais que je trouve, que moi, personnellement, j'adore. Mais alors, concrètement, c'est pas des épargnants qui ont juste 5 000 € sur leur compte. C'est des gens qui ont un peu plus d'argent, mais qui, pour une raison ou pour une autre, l'ont gardé sur des placements over-sécurisés. On a de tout, hein. Tu vois, nous, on a effectivement des gens qui ont un peu d'argent de côté et soit qui ont peur, soit qui n'ont pas le temps, qui ne prennent pas le temps, voilà, donc ils laissent leurs 10, 15, 20 000 € dormir sur un compte courant, voilà. Donc on a effectivement cette population-là, mais on a aussi pas mal de CSP un peu plus intermédiaires, tu vois, on a beaucoup de profs, militaires, gendarmes, qui en fait, eux, ont 3, 4, 5, 6 000 €. Enfin, ils n'ont pas des dizaines ou des centaines de milliers d'euros de côté. Mais eux, leur problématique, c'est que, en tout cas, ceux qui sont chez nous, ils ont plus 25 ans, qui sont plutôt entre 40 et, enfin, entre 35 et 50 ans. Donc, ils sont plus considérés par la banque comme à potentiel. Ils n'ont pas 100 000 €, donc ils sont pas dans la case gestion privée ou gestion de patrimoine, tu vois. Donc, ils se sentent un peu délaissés par leur banquier traditionnel parce que aller placer 5 000 € quand tu sors pas d'HEC et que t'as pas un potentiel d'avoir un gros patrimoine, voilà, ils se sentent un peu délaissés. Et donc, on accueille une bonne partie de la population sont ces personas un peu, tu vois, CSP intermédiaires qui a un peu d'argent de côté, mais pas des grosses sommes et qui se dit, OK, je me sens considéré via mon petit placement et donc je vais passer par eux pour faire fructifier une partie de mon épargne. C'est marrant parce qu'à travers ce que tu dis, je me rends compte, j'avais jamais pris conscience de ça, que comme ton conseiller bancaire, il a un portefeuille client, mais en réalité, combien d'entre vous ont déjà reçu un appel de leur banquier dans les derniers 12 mois Finalement, pas grand monde. Et donc, en fait, si ton banquier t'appelle pas, tu n'as pas accès à une forme de conseil. J'ai presque envie de dire, je sais pas si c'est une mauvaise nouvelle que votre banquier vous appelle pas. Non, parce que du coup, tu vois, le novice qui n'est pas appelé par son banquier, enfin, le novice qui est appelé par son banquier, il est aussi hyper exposé à tout un tas de conseils foireux. J'ai fait un appel j'ai fait un appel à conseils foireux auprès de mon audience récemment. Je leur ai dit, c'est quoi les pires conseils que vous avez reçus de votre CGP, de votre banquier, etc. J'en ai reçu plein. J'en partagerai une partie dans cet épisode, mais c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Mais effectivement, il y a tout un tas de la population qui finalement qu'on vient jamais chercher pour leur donner du conseil. Mais à tel point que moi, je me demande qui se fait appeler par son banquier autre que parce que, je sais pas, il y a un truc réglementaire ou parce que son crédit IMO a un problème. En tout cas, sur les sujets d'épargne d'argent, moi, personnellement, et dans mon entourage, j'ai jamais quelqu'un qui m'a dit « Ah, Thomas, d'ailleurs, mon banquier m'a appelé parce qu'il avait un nouveau produit à me proposer et tout. » Après, effectivement, est-ce que c'est bien, pas bien? On sait pas, mais déjà, dans la démarche et dans le fait d'alerter les Français sur le fait qu'avoir trop d'argent qui dort, c'est pas forcément bien et que la banque peut accompagner, conseiller, aider sur ce sujet-là. Moi, j'estime que ça devrait être dans leur prérogative, mais voilà, c'est pas le cas. Ok, oui, ça devrait être dans leur prérogative, mais je trouve qu'à tort, on sacralise le rôle du banquier aujourd'hui. Tu as raison. Et c'est un vrai problème parce que pour des millions de Français, c'est le seul interlocuteur avec qui on est censé parler de ces choses-là, tu vois, de quoi faire de son argent. Et pour moi, c'est un vrai problème parce que votre conseiller bancaire est pas du tout là pour... il est là pour vous expliquer, comme un vendeur chez Darty, vous expliquez ce qu'il y a dans un produit, en fait, et lui, il est là pour vous expliquer ce qu'il y a dans les produits de ton catalogue, quoi. Le banquier, il est là pour ça. Mais là où je te rejoins, c'est qu'il y a vraiment ce réflexe de dire mon argent égale banque. Ouais. Alors que, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment pas la meilleure, ou en tout cas, c'est une des solutions, mais il y en a vraiment des beaucoup plus affinées, qui ont beaucoup plus de valeur. Mais on pourrait te dire, il faudrait qu'au moins lui répondre à ce cliché, tu vois, de dire nous, la banque, enfin l'argent c'est la banque, il y répond même pas, quoi. Mais
je te rejoins sur le fait que c'est peut-être une bonne chose si ça force les épargnants à dire, OK, je vais chercher des alternatives. Et après, tu as le conseiller en gestion de patrimoine qui, lui, s'intéresse que à la frange premium de la population, celle qui a le plus d'épargne. C'est son modèle économique. On va pas forcément s'étendre sur le sujet aujourd'hui. Ouais. Et donc, forcément, tu as tout un tas de la population qui est vouée à... soit tu te formes par toi-même, et le podcast, le mien et plein d'autres sont des sources d'informations. YouTube, il y a à boire et à manger, mais il y a quand même plein de trucs pas mal sur les réseaux sociaux. Et t'en arrives à devoir te faire ta propre éducation, sinon t'es un petit peu laissé sur le côté, quoi. Ouais, c'est vrai que juste pour rebondir sur les conseils en gestion de patrimoine, je trouve que c'est dommage qu'ils aient pas réussi à trouver un moyen, un modèle de s'ouvrir à plus large, parce que pour le coup, j'estime que eux apportent un conseil d'assez forte valeur ajoutée. Enfin, en tout cas, par rapport à ce qu'on peut voir dans une banque. Qui vaut ma tête sur YouTube. Disent, non, elle est sceptique. Ce que je veux dire, c'est que dans tous les conseils, dans toute la strate de conseillers, quand on parle argent, entre le banquier, entre les proches, entre les conseils, avocats, je trouve que et je dis pas que je signe de mon sang que dès que vous allez voir un conseiller en gestion de patrimoine, vous aurez quelque chose d'extraordinaire. Mais je dis que c'est des gens qui sont quand même, en tout cas, qui à la base aiment le sujet de l'investissement, sont curieux, sont souvent eux-mêmes investisseurs et en tout cas, tu vas trouver une proportion beaucoup plus importante. Exactement. De gens qui aiment ça, qui s'intéressent au sujet à titre personnel et qui sont investisseurs. Évidemment, c'est pas 100% des CGP, mais mais statistiquement, t'en as beaucoup plus que chez les banquiers. Exactement, c'est ça que je veux dire. C'est indéniable. Ouais. Le niveau de formation pour avoir accès à ces professions est un petit peu plus élevé. Mais c'est pas non plus. Non, je te confirme. Mais voilà, donc je voulais juste, en tout cas, appuyer. Enfin, si tous les Français déjà avaient accès à un CGP, ça serait 100 fois mieux que ce qu'il y a aujourd'hui. C'était mon point. Mais il n'en reste pas moins que, en fait, on n'a pas tellement le choix, effectivement, en tant qu'épargnant français, parce qu'on n'est pas obligé comme on peut l'être comme aux US par exemple, où en fait tu rentres. Moi, quand je suis rentré chez Natixis, j'avais un 401k, le 401k pour préparer ma retraite. Donc j'étais de fait obligé, j'étais un peu contraint de mettre une partie de mon salaire pour préparer ma retraite. Comme il n'y a pas cette contrainte, notamment à cause liée à la retraite en France, effectivement, on est obligé d'être curieux. Et ensuite, il y a les ressources, plein de podcasts, plein de vidéos. Sur LinkedIn, il y a pas mal d'influenceurs, entre guillemets, sur ce sujet qui apportent du bon contenu. Mais en fait, il y a plein de gens qui ont envie d'être curieux de plein de trucs et Exactement. Pas de l'argent, alors que, et je l'ai lu tout à l'heure sur le descriptif de ton site, c'est une très bonne chose pour le reste de vos projets et de votre vie que d'être curieux. Mais aujourd'hui, je pense que la curiosité sur le sujet d'argent et d'investissement, par les Français, ça doit être max 10% de la population, quoi. Moi, je dis toujours, l'argent, c'est la vie. Et j'aime bien parce que la formule choque un peu. Oh là là là. Mais en fait, c'est dans le monde dans lequel on vit, tous tes projets de vie vont passer à un moment donné par une certaine ingénierie financière. Tu vois, si tu veux accéder à quelque chose, tes rêves, tes vacances, peu importe ce qui te plairait de faire de ta vie, à un moment donné, il va se poser la question de comment je le finance. Et donc, s'intéresser à l'argent permet aussi de rendre plus concret certains projets de vie. Et d'ailleurs, on s'intéresse rarement à l'argent pour l'argent. En tout cas, on espère. Moi, ça n'a jamais été mon cas, mais l'argent a toujours été au service d'eux. Et puis en plus, je trouve que la courbe d'apprentissage est relativement longue. En tout cas, mon sentiment, c'est que pour que ça te permette vraiment de faire des projets intéressants et tout, il te faut une courbe d'expérience, il faut avoir fait des erreurs, il faut avoir testé des trucs, et ça prend du temps. Ouais. Donc, prendre conscience de ça à 70 ans, c'est un peu dommage parce qu'il reste moins de temps pour faire toutes ces erreurs jusqu'à en faire quelque chose. Donc, il y a aussi cet aspect c'est pas comme faire une formation en 2 mois et après on devient vraiment expert du sujet. Je pense qu'il faut s'être cassé un peu les dents. Le plus on est curieux vite, le plus on commence tôt, et le plus l'impact sur nos projets de vie sera, je pense, important. Et la question piège, est-ce que tu as investi à titre personnel? Of course, ouais, bien sûr. Non, j'ai investi déjà parce que quand on lance, nous, des nouveaux produits chez Multiplacement, quand on lance un contrat assurance vie, quand on lance un contrat assurance vie pour les mineurs, je joue pour mes enfants, quand on lance un plan épargne retraite, je teste et tout. Donc, en fait, j'ai déjà 7 comptes Multiplacement, tu vois. Donc par là, je suis un peu contraint. Mais en fait, même avant, moi,
peu sur mon histoire perso. Tu vois, mon père était banquier, mon grand-père était banquier. Donc banquier de père en fils. Donc ouais, j'étais un peu le cliché, mais bon, écoute, c'est comme ça. Et donc en fait, très jeune, mon père nous responsabilisait, tu vois, en disant, bah voilà, t'as 1 000 € en bourse. Donc au début, c'était un peu du fictif, il le faisait pour nous, avec nous, et après, autonome. Donc en fait, très vite, moi j'ai eu, je pense, cette chance d'être un peu acculturé à boursicotage. Alors j'aime pas trop ce terme, mais au moins, tu vois, essayer de comprendre ce mécanisme. Voilà. Donc j'étais investisseur avant de travailler en banque, et maintenant, effectivement, je le suis encore. Et tu veux autre chose que de la bourse? Alors c'est une très bonne question, parce que j'ai été très mono actif. À tel point que je viens d'acheter mon premier actif immobilier, qui est ma résidence principale, en juillet dernier, il y a 6 mois. Mais jusque-là, j'étais vraiment que épargne financière en bourse, tu vois, sur ce que je connaissais bien. Donc, en termes de diversification, je vais donner des leçons, mais je suis pas sûr que j'ai été le meilleur. Bah moi, sur le sujet, je suis anti-diversification quand on démarre. Alors là, pour le coup, je suis pas du tout les recommandations, mais parce que moi, je viens de l'immobilier à la base. Ouais. Et tu vois, je considère que tu as plutôt intérêt à investir massivement dans la connaissance sur le sujet, parce que je suis d'accord avec toi, la courbe d'apprentissage est relativement longue, notamment sur l'investissement immobilier. Et donc, tu as plutôt intéressé à maximiser tes connaissances dans ce sujet-là, en même temps que tu maximises ta capacité d'endettement, avant de commencer à t'intéresser à d'autres sujets. Tu vois, moi, je suis pour utiliser l'effet de levier à fond dans ces investissements. Et du coup, c'est vrai que c'était pas logique pour moi d'aller prendre une partie de ce capital et de le placer en bourse jusqu'à présent. Pour moi, la diversification vient après. Je suis d'accord. Tu vois. Et ça a toujours été ma logique. Et c'est vrai que face à une génération qui a de plus en plus envie de voir des résultats sur son argent plus concrets, plus vite, plus rapidement, et pas attendre 20, 30 ans comme le faisaient nos parents pour tu vois, arriver à un patrimoine à 6 chiffres. Il y a cette idée de qu'est-ce qu'on peut actionner comme levier le plus tôt possible. Et c'est vrai que moi, je considère que choisissez un truc et allez-y à fond. Réussissez dans ce truc-là et ensuite, vous allez diversifier. Sachant qu'en plus, on peut toujours, même à l'intérieur d'une classe d'actifs, donc l'IMO ou la bourse, ultra diversifier. Exactement. Donc, on peut toujours retomber sur notre patte de la diversification, c'est quand même important. Exactement. En développant l'expertise. Et en revenant sur la question de la mystification du banquier, j'ai une auditrice qui me faisait part du fait que un jour son banquier lui a dit vous êtes encore toute jeune. Alors je suis en train de lire en fait ce qu'elle m'a dit, mais attendez d'être plus vieille pour investir, vous êtes encore trop jeune. Et c'est horrible parce que tu vois, la posture du conseiller bancaire fait que tu vas prendre son conseil, quoi. Et tu vas pas le remettre en question. Ouais, mais du coup, il y a pas mal de trucs dans ce que tu dis. Bon, déjà, sur le fait de commencer tôt, je pense qu'on l'avait déjà abordé. Donc vraiment, moi, je milite pour ça, parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de freins qui soient... tu vois, il y a presque une pression sociale de, effectivement, il faut attendre d'être établi. Tes conseillers qui vont te dire, attends un petit peu, c'est quand même pas la priorité numéro 1 aujourd'hui. Tu vois, donc, il y a ce sujet, je sais pas si c'est pression sociale, culturelle, mais il y a un sujet là. Et il y a d'autres freins que se mettent les gens, enfin, tu vois, de l'autocensure. Ouais. Nous, on le voit en disant, non, mais en fait, moi, je peux épargner que 50 ou 75 € par mois. Bah, attends, déjà, si tu fais ça, si tu commences maintenant, on a fait plein de simulations. Enfin, si tu mets 50 € par mois sur 20 ans, t'as un effet boule de neige très important. Donc, il y a pas mal de peurs, de fausses peurs qui empêchent, en plus liées à une pression sociale, un manque de connaissances des gens qui conseillent, qui font que en fait, les gens n'ont aucun intérêt, aucune recommandation de commencer tôt, alors que c'est vraiment pour la courbe d'apprentissage, pour l'effet boule de neige. Il y a plein d'effets positifs qui font que même commencer petit, mais commencer tôt. C'est vraiment très important. Et dans la même veine, j'ai plein d'auditeurs qui me disaient le nombre de messages que j'ai reçus où on leur a conseillé de, pour l'instant, juste mettre l'argent sur leur livret A. Ouais. Non, mais tu vois, comme si les banquiers étaient formatés à t'as peu d'épargne livret A. Enfin, tu vois, faut te mettre dans une case et on va pas chercher à te sortir de cette case. On va pas chercher à... Ils prennent pas sur eux de se dire je vais peut-être lui donner 2-3 conseils, j'ai quelqu'un en face de moi qui est intéressé. Je pense qu'il y a beaucoup de biais qui interviennent à cet endroit-là. Il y en a un que nous, on voit beaucoup parce que, juste petite incise, mais nous, chez Multi Placement, donc on gère 200 millions. Ouais. On a 90% qui sont sur de la bourse, donc sur du risqué, et que 10% qui est
On reviendra du fonds en euros, mais donc du sans risque. Et du coup, de fait, les performances qu'on propose sont bien meilleures que la moyenne, pas parce que nos produits sont meilleurs, mais parce que on arrive à accompagner les Français, enfin nos clients, vers des actifs qui sont un peu plus risqués. Donc, qui dit plus risqué, dit sur le moyen long terme, aura plus de performances. Et un des premiers biais qu'on voit beaucoup chez le banquier, en tout cas de ma perception, c'est que il se fait moins chier, entre Pousse à guillemets, la prudence. à te proposer du livret A. Il aura moins de taxes après-vente, il s'expose moins. Si, à la moindre baisse des marchés, toi, il sait que tu vas aller le voir et il n'aura pas l'énergie ou les compétences pour te remettre sur un horizon long terme, pour t'expliquer, pour te faire prendre de la hauteur. Et du coup, il sait que c'est pas le meilleur conseil, mais il sait que lui, à titre perso, il s'achète la tranquillité. Si tu prends pas de risque, tu viendras pas l'embêter. Donc, Ouais, mais tu vois, tu as utilisé le mot risqué. Moi, je dis aux gens en ce moment, dans la configuration actuelle du marché, un 7-8% de rendement, c'est pas, c'est moyen plus, tu vois. Aujourd'hui, la bourse, ça va de 3 à 15, on va dire. Donc 8, on est pile au milieu. Et j'ai plein de gens, chaque fois que je dis ça, qui me disent « Mais tu le trouves où, tout 8% ?» Parce que, alors, il y a encore 3 ans, 8%, c'était plutôt assez haut dans l'échelle du risque. Et quand tout a repricé en 2022, on est repassé dans une moyenne. Mais j'avais jamais pris conscience, comme tu viens de le dire, effectivement, que cette idée qu'on on va pas s'embêter, quoi. Au-delà du fait qu'il y a peu de produits bancaires qui produisent ce niveau de performance. Non, je suis d'accord, mais déjà, même sur des produits bancaires qui sont plus ou moins performants, si déjà tu t'arrivais à l'accompagner pour... et je veux pas pousser au risque pour pousser au risque, mais quand tu as quelqu'un qui a 30 ans en face de toi, qui a un horizon très long, il doit avoir une part de son patrimoine qui est un peu dynamique. C'est que comme ça qu'il va chercher les 5 pour des mauvais produits, et 10 pour des bons produits et un 7-8 en moyenne. Donc en tout cas, nous, c'est quelque chose, quand on pose la question à nos utilisateurs, mais pourquoi vous avez que un compte courant, un livret A ou des livrets réglementés sans risque? C'est vraiment un des arguments qui revient souvent de ce que tu as dit, c'est que mon banquier m'a recommandé que c'était déjà mieux que de laisser mon argent dormir. C'est mieux que rien. Exactement. Et moi, je dis à chaque fois aux gens, gens, si tu places ton argent à mieux que rien, t'auras juste mieux que rien dans 20 ans. Et en fait, c'est trop dommage. Enfin, le manque à gagner est très important. Donc voilà. Donc moi, je pense que il s'achète de la tranquillité, mais donc c'est pas dans l'intérêt de l'épargnant de faire ça. Enfin, après, tu peux mettre une partie de ton épargne sans risque, mais avoir tous tes actifs qui sont sans risque, je pense que c'est pas dans... Mais parce que je pense qu'on dit pas assez aux gens, t'as 30 ans, tu dois absolument viser des hauts rendements, en fait. Absolument. Personne ne dit ça. Personne. T'as un horizon devant toi. Alors toi qui vends des produits d'assurance vie pour les mineurs en plus, ces produits-là doivent absolument être placés super dynamiques, quoi. Super dynamique. Mais d'ailleurs, c'est marrant. Alors, petite insiste, mais nous, on sort d'un contrôle de la CPR de 18 mois, tu vois. Et l'autorité de régulation. Ouais, le régulateur français. Donc, c'est plutôt une chose rassurante pour l'utilisateur en disant, bon, OK, il y a des contrôles et voilà. Et donc, le contrôle s'est clôturé il y a un mois, donc ça s'est bien terminé. Mais ils nous ont fait modifier dans notre algorithme pour les mineurs. On n'a pas le droit de les mettre au maximum de risque. Ils sont considérés comme des personnes vulnérables, les investisseurs mineurs. Et du coup, nous, on a différents profils. Et le profil le plus risqué ne peut jamais être recommandé à un investisseur mineur. Ok. Vous faites de la gestion pilotée ou... Alors nous, on fait de la gestion libre conseillée. C'est-à-dire qu'on fait des recommandations à nos utilisateurs et après, libre à lui de valider la proposition, ce qui est fait dans 90% des cas, ou de dire non, moi, je veux faire un peu moi-même. Et donc, il a la possibilité de bouger un petit peu. Et donc, il peut choisir ces actifs-là, mais il a pas le droit de les choisir sur recommandation. Vous avez pas le droit de les recommander. Si, nous, on les recommande toujours. Ah oui, pardon. Pour les mineurs, exactement. Ouais. Nous, on n'a pas le droit de le recommander. Et bien sûr, si le parent dit maintenant, non, mais moi, je prends le risque parce que je sais qu'il a 18 ans devant lui et c'est le meilleur produit pour lui. 18 ans avant sa majorité et après, il est encore... Donc, théoriquement, oui. Mais réglementairement, pour protéger une population dite à risque, on peut pas. Voilà. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée que le système bancaire français est très infantilisant et est là pour protéger les gens d'eux-mêmes? Comme si, tu vois, par nature, les gens allaient faire n'importe quoi de leur argent et que du coup, on est là pour... attention, quoi. Ouais, alors faut que je fasse attention parce que du coup, nous, on est très regardés par le régulateur. Mais, mais non, mais c'est très... En fait... Il y a, on dit souvent, il y a un manque de culture, il y a un manque de pédagogie en France, mais quand tu mets une ultra forte réglementation qui fait que la moindre question dans un questionnaire d'investisseur fait qu'il va être sans risque
ou que tu proposes des produits qui, comme le livret A, qui font 3% sans risque. Donc, en termes de pédagogique, t'éduques pas l'utilisateur à dire il y a une notion de si je veux un peu plus, il faut que ça soit pas garanti. Là, enfin, quand tu vas aux États-Unis, tu as des produits qui vont, comme le livret A, qui font 3%, enfin, qui faisaient 3%, et sans aucun risque, ils disent attends, mais c'est magnifique. Tu vois. Il y a qu'en France où tu as ça, qui est déjà, on est un peu en retard d'un point de vue culturel sur l'investissement, mais en plus, nos produits nous aident pas on n'a aucune initiative à rattraper notre retard. Donc voilà, donc je pense que la réglementation veut être protectrice parce qu'il y a eu des abus, mais du coup, je trouve qu'en protégeant des abus, on fait perdre de l'efficience et du potentiel du patrimoine des Français. Nos fameux produits type livret A n'aident pas aussi cette pédagogie. Voilà. Et pour continuer, je suis désolée, c'est pas que j'aime pas les banquiers. Vraiment, j'ai rien contre vous. En plus, j'ai plein de clients qui sont Mon père est banquier, moi, tu vois, donc je fasse gaffe. Mais on a besoin aussi de dire des choses. Il y a un peu un effet. Moi, j'ai reçu aussi des messages de gens qui me disaient je me suis rendu compte, une fois que j'ai écouté tes podcasts, je me suis dit mais pourquoi j'avais dit oui à mon banquier? Et il y avait cet effet de j'ai jamais osé lui dire non. Tu vois, j'ai pas osé le contredire, j'avais pas de bons arguments. Et puis du coup, j'ai dit oui, tu vois, un peu comme quand tu rentres dans un magasin et que tu n'oses pas sortir sans avoir acheté quelque chose, quoi. Non, mais c'est aussi quelque chose que je vois pas mal, tu vois. Nous, on le voit à deux niveaux. Bon, le premier, c'est que je trouve qu'il y a un petit truc malsain, entre guillemets, qui est que ton banquier a un peu un pouvoir sur toi. C'est que c'est un des seuls qui peut te octroyer un crédit IMO. Et donc tu te dis, j'ai un peu envie de faire plaisir parce que si un jour j'ai besoin de faire un crédit IMO ou si j'ai besoin de m'acheter une résidence secondaire, je vais avoir besoin de lui. Et donc je trouve qu'il y a beaucoup de cas de figure où lui, consciemment ou inconsciemment, il joue un petit peu de ça. Ouais. Alors parfois très explicite. Moi, quand j'ai fait mon crédit IMO il y a 6 mois pour ma résidence principale, il m'a dit, tu ouvres 2 comptes courants pour tes enfants, 2 livrets A, 2 assurances vie. Je lui dis, attends, c'est quand même mon boulot d'ouvrir des assurances vie pour les mineurs. Est-ce que ça, je peux le faire chez moi et pas forcément chez toi? Mais donc ça, c'est de manière très explicite. Et effectivement, je pense dans le cas du texte que tu lisais il y a une minute, c'est de manière plutôt implicite. C'est presque l'épargnant qui s'auto-censure en disant, je veux pas aller au clash avec mon banquier parce qu'il pourrait m'être utile à un moment, quoi. Ouais. Et ça, je trouve que c'est pas forcément très sain, quoi. Donc j'ai des fonds placés chez lui, je vais pas lui enlever pour les mettre ailleurs. En plus, quand c'est des grosses sommes, on va te demander de justifier pourquoi l'argent sort, lui dire que ça va en crypto ou lui dire que ça va sur mon petit placement ou lui dire que ça va ailleurs. C'est toujours un peu délicat. Enfin voilà, faut assumer sa posture. Et en plus, on a l'impression qu'il est comme à la porte des gardiens de notre argent, quoi. Parce on doit quand même justifier de ce qu'on fait avec notre argent. Et du coup, c'est compliqué cette posture. Mais je suis d'accord. Nous, l'autre cas de figure qu'on a, c'est certains utilisateurs, même si on s'appelle Mon Petit Placement, veulent placer, j'ai n'importe quoi, 100 000, 200 000 euros, tu vois. Et donc, c'est mécaniquement des process, il y a plusieurs rendez-vous avec l'utilisateur pour le conseiller. Et là, on a eu un cas très récent, la semaine dernière, où une personne voulait mettre 200 000 euros. Et elle dit, je veux juste quand même reboucler avec mon banquier, parce que, le banquier, c'est un peu et je le comprends, elle a que son référent, donc au final, c'est fini qu'elle a investi que 100 000 euros chez nous et que lui a gardé 100 000. Donc, il y a cet effet. Alors, je sais pas si c'est de la bonne ou de la mauvaise rétention, mais en tout cas, quand on repasse par la case banquier, effectivement, lui, il va essayer de maximiser la part qui reste chez lui. Et il y a vraiment ce réflexe de dire, OK, c'est mon référent, donc avant toute, même si c'est sur d'autres plateformes, même si c'est sur 2 actifs, je vais quand même repasser par lui, même s'il n'est pas forcément sachant sur ce sujet. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on voit énormément. Et je pense que les auditeurs se reconnaîtront. Je veux ton avis sur certains conseils. Okay. Les auditeurs m'ont dit, voilà, parmi les choses qu'on a pu me conseiller dans ma vie, j'aimerais bien avoir ton avis sur certaines d'entre eux. Attendre que les taux baissent. Je pense que déjà, le mot « attendre », alors tu parles pour faire un crédit IMO ou pour investir? Les deux, tiens. Les deux. Alors, moi, je suis moins expert que toi en IMO, mais de ma perception de néophyte, je me dis, il y a un truc magnifique en France qui est que on peut renégocier son crédit. Donc, j'attendrai pas que ça baisse, ça monte. J'irai, et si ça baisse, j'irai revoir mon banquier avec un grand sourire en disant, les taux ont baissé de 1%. Enfin, j'entends mes copains qui disent ça. Est-ce qu'on peut faire? Donc, crédit IMO, j'irai. Et sur la partie plutôt investir, que ça soit sur les marchés financiers ou autre part, en fait, nous, ce qu'on dit, et je le pense vraiment sincèrement, c'est que c'est jamais le bon moment ou c'est jamais le mauvais moment.
Ce qui est important, c'est la régularité. C'est avoir un horizon qui est long terme, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ans, parce que sinon, on est plus dans la cupidité de vouloir faire un coup, mais donc ça, c'est très risqué. Donc voilà, donc attendre. Moi, je me souviens du nombre d'utilisateurs au moment du Covid qui disaient bah attends, j'attends parce que là il y a une instabilité. Oui, t'as raison, mais nous on disait mais s'il y a un vaccin, ça va remonter. Attendre quand après la guerre en Ukraine. Enfin bref, t'as toujours une raison de ne pas y aller. Et donc nous, notre recommandation, c'est allez-y petit à petit. Mais allez-y. Et donc, par exemple, si tu as 10 000 euros de côté et tu dis, bon, là, j'en ai pas besoin pour les 4-5 ans à venir, et que tu as cette crainte au fond de toi et tu te dis, si je les mets les 10 000 et que ça baisse de 10% demain, vraiment, je serai embêté, et ben nous, on dit, OK, mets 10 fois 1000 ou 20 fois 500 sur les 20 mois qui arrivent. Au moins, tu commences à rentrer et tu essaies de maîtriser et de lisser ton risque. Tu sais que si tu rentres en 20 fois, bah, parfois, tu vas rentrer quand les marchés seront un peu chers, un peu hauts. Parfois, tu rentreras quand ce sera plus bas, ce sera les soldes. Bon an, mal an, tu rentreras à peu près en moyenne et tu feras les 7-8% que font les marchés en moyenne. Tu vois. Donc, je pense que l'attentisme n'est jamais une bonne chose à faire sur les marchés financiers. Je suis d'accord. Voilà. Là, je sais qu'on reparle un peu plus d'IMO, mais alors, j'ai reçu une pluie de messages sur on m'a vendu un Pinel, on m'a vendu la SCPI, on m'a vendu, tu sais, tous les produits de... comment ça s'appelle ? T'investis dans les résidences étudiantes, dans les EHPAD, dans les trucs avec service, résidences avec service, et des trucs comme ça. Les banquiers sont vraiment les champions du monde de ça. On sait pourquoi. En tout cas, ceux qui écoutent le podcast le savent, parce que tout simplement, ils sont très commissionnés sur ce genre de vente. C'est quoi de ton point de vue à toi ? Ouais. Tu les vois, les gens qui t'ont dit on a fait un Pinel, etc. Ouais. Moi, j'ai deux choses à dire sur ça. Le premier, et c'est un peu utopique ce que je vais dire, mais c'est d'essayer de bien comprendre les intérêts de toutes les parties dès qu'il y a un produit qui est proposé. En gros, il faudrait pousser vers vraiment beaucoup de transparence en disant tu me fais un Pinel, pourquoi est-ce que tu serais justifié et est-ce que tu serais de manière transparente, quelle est ta commission sur ça ? Je pense que déjà, s'il y avait un peu, si on jouait carte sur table, je pense que ça permet à l'utilisateur de jauger est-ce que il y a un biais ou il y a un conflit d'intérêt ou pas. Ça, c'est le premier point. Pour faire une petite incise, dans mon industrie, il y a un truc qu'on appelle les produits structurés, donc il y a un nom barbare. Voilà, on va pas forcément rentrer là-dedans. Mais en fait, il y a eu un essor de ces fameux produits structurés depuis 2-3 ans, parce que quand les taux sont hauts, bah, c'est plus avantageux, mais parce qu'en fait, ceux qui les distribuent, et notamment nos amis les conseillers en gestion patrimoine, prennent des frais à l'entrée qui sont énormes. Donc on voit que ces campagnes du Pinel, des EHPAD, des résidences étudiantes, des produits structurés, sont parfois drivés parce qu'il y a un contexte de marché qui fait que c'est propice, mais sont aussi souvent drivés parce qu'il y a un contexte de rémunération qui est propice à celui qui le distribue. Donc pour moi, c'est impossible de lutter contre ça. En revanche, on peut essayer de bien challenger son banquier, son conseiller, son interlocuteur pour dire attends, mais sur ça, est-ce que je peux savoir explicitement combien tu vas toucher ? Et normalement, la réglementation oblige, alors c'est souvent des petites lignes, mais oblige le conseiller à informer de manière transparente les frais que va payer l'utilisateur et que va percevoir le conseiller. Donc ça, c'est le premier point. Transparence pour au moins se faire un avis. Mon deuxième avis sur la question, en tant que mi-expert, mi-néophyte, c'est je pense que dans la mesure du possible, il faut essayer d'investir dans des choses dans lesquelles on croit, on a une intuition, on comprend un petit peu. Alors, je dis pas que c'est toujours vrai, mais je dis plus on a confiance dans le thème, l'industrie, la géographie, l'actif dans lequel on investit, plus la probabilité de gain est importante. Nous, on a pas mal d'utilisateurs qui nous disent « Ouais, mais on m'avait conseillé ça et ça a perdu moins 10 ». On dit « Oui, mais en fait, là, tu as investi dans une boîte noire. » Donc, essaye aussi de faire une conviction. Soit tu dis « Je veux recopier les gens, par exemple, qui investissent dans les cryptos et dont acte. » Donc, tu sais que là, en fait, tu ne sais pas et donc le risque peut être important. Mais plus tu vas investir dans des endroits, n'importe quoi, si tu penses que la transition a du potentiel, enfin, tu y crois vraiment, eh ben, je dis pas qu'il faut investir que dans ses convictions, mais c'est un moyen de limiter le fait qu'il y ait des mauvaises surprises. Je suis sceptique là-dessus parce que tu vois, l'exemple de l'auditrice avec les maisons, les EHPAD là.
En fait, l'argument massue, c'est il y a un énorme besoin, population vieillissante, donc ça, c'est indiscutable. Le deuxième argument massue, c'est vous avez des loyers tous les mois, ça tombe, zéro risque. Ça, c'est indéniable aussi. Et donc, tu as l'impression d'être familier, tu vois, c'est de l'immobilier, tu vois, ça semble très accessible en termes de compréhension. J'ai un autre exemple là-dessus, j'étais allée il y a 1 an ou 2 en vacances à Center Park et ils ont aussi des programmes où tu peux acheter ta résidence secondaire, etc. Tu y accèdes de temps en temps, mais pas trop, etc. Et la douille dans ce genre de situation, c'est quand tu veux sortir ou quand tu veux revendre. Parce que tu maîtrises pas les travaux qu'on va t'imputer, tu maîtrises pas quand est-ce que tu peux sortir. Il y a toujours des petites lignes qui veulent que s'il y a un aléa quelconque, ils ont le droit de baisser ton loyer, ta rentabilité. Et donc, ton truc est invendable sur le marché secondaire. Et sauf que quand tu es vraiment néophyte en investissement, le truc a l'air hyper familier, genre j'ai l'impression de comprendre. Mais forcément, on va pas te dire ce qui... Tu vois, le mec qui te présente ça va jamais au bout du raisonnement. Et si tu poses pas la question, mais qu'est-ce qui se passe quand je veux revendre ? Ou alors, la personne en face te minimise le... Ah, mais c'est pas un souci, l'opérateur peut vous le reprendre sous certaines conditions, mais c'est très simple, etc. Et en fait, la vérité, c'est que tu peux pas te défaire des trucs comme ça, quoi. Mais ouais, ton argumentation est bonne. Donc, enfin, l'exemple est bon. Donc, juste mon point, je pense qu'il marche au niveau de la thématique. Toi, te dire, je crois dans la thématique Silver Economy. Je pense que, en tout cas, ça aide. Mais effectivement, à l'intérieur d'une thématique, il peut y avoir plein de types d'investissements. Et effectivement, ça n'empêche pas de se faire avoir, même si tu es dans une thématique dans laquelle on croit qu'elle va performer sur long terme. Je suis d'accord. La vérité, c'est que soit tu viens un peu informé et tu es capable de poser plein de questions à ton banquier, soit tu dis merci pour les renseignements, je vais m'informer. Et là, informez-vous auprès de gens qui sont capables d'avoir des raisonnements autres que finalement qui vous apportent quelque chose d'autre à votre réflexion, quoi. Parce que si vous en parlez à votre cousine qui est pas plus calée que vous dites oui, je sais pas, pourquoi pas. Tu l'aimes bien ton banquier ? Oui. Alors je vois pas pourquoi ça devrait le faire, quoi. Bon, sachant que ton banquier, il y a des chances que c'est un autre problème dans cette industrie, mais ça c'est eux qui en pâtissent, mais il y a des chances que dans 2 ans, il soit plus là non plus. En fait, il change régulièrement. Non, une petite clé aussi de solution, c'est assez rare, mais si vous trouvez, je trouve que c'est très rassurant, c'est d'essayer de trouver des banquiers, des conseillers, des plateformes qui alignent les intérêts avec les vôtres. C'est-à-dire qui disent toute ou partie de notre rémunération est basée sur les gains que tu effectueras. Et je trouve que c'est un moyen, en tout cas à l'entrée, de pouvoir un peu plus faire confiance. C'est le cas chez Multiplacement ? Alors, t'imagines bien que si je dis ça, c'est que c'est le cas chez Multiplacement. Mais non, mais en tout cas, c'est un truc philosophiquement que moi, je prône beaucoup. Donc, nous, effectivement, on a 60%, entre 60 et 70% de nos revenus qui sont basés sur ce qu'on appelle la commission de performance. Donc, on prend un pourcentage sur les gains d'utilisateurs s'il y a des gains. En fait, les années où il n'y a pas de gains, on ne vit pas, tu vois, on est vraiment beaucoup moins cher que le marché. Et le reste de votre rémunération, c'est des commissions sur gestion Exactement, classique. Ok, classique. Ouais. Et le reste de votre... Le gros de notre rémunération, c'est cette commission qu'on prend un pourcentage sur les gains que tu fais s'il y a des gains. Donc, il y a des années qui sont catastrophiques pour vous. Donc, 2022-2023, en termes de chiffre d'affaires, ça a été compliqué. Mais de la même manière que moi, je prône à mes clients de dire investissez sur long terme, quand les marchés baissent, c'est une opportunité, vous rentrez, c'est les soldes. Et j'ai dû faire le même discours auprès de mes actionnaires en disant, en fait, on a eu une très forte croissance en 2022-2023. Donc, c'est beaucoup d'argent qui a été placé à un moment où les marchés étaient bas. Et donc là, comme il y a eu des très forts rebonds en 2024, effectivement, ça permet d'avoir une commission de performance qui est très importante. Donc, c'est un modèle qui est risqué sur un temps court, mais sur le long terme, on sait que les marchés performent. Donc, voilà, il est volatile, mais il fonctionne, quoi. Mais c'est intéressant, ça veut dire que tu as réussi à passer déjà cette phase un peu compliquée et que tes actionnaires t'ont suivi sur ce modèle d'affaires. Ouais, ça a été vraiment beaucoup de pédagogie. Tu vois, on a dû prendre depuis 50 ans la bourse, c'est-à-dire regarder. Parce que tant que ça allait bien, ça leur allait sur le papier. Bien, c'est magnifique. T'as un argument marketing qui est super intéressant. Nous, c'est pour ça qu'on arrive à avoir beaucoup de néophytes, parce qu'ils disaient, attends, ils se rémunèrent sur les gains. C'est bien que leurs produits doivent être performants. Donc, d'un point de marketing, c'est intéressant. Philosophiquement, c'est intéressant. Et en termes de rémunération, quand après 2020, c'est post-Covid, les marchés ont beaucoup monté. 2020, pareil. C'était assez rémunérateur. Donc, effectivement, les actionnaires disaient, attends, mais le truc, c'est le strike, ton modèle. Et 2022, 2023,
Ils ont été un petit peu... Ils ont eu peur. Ouais, ils ont été secoués. Ils m'ont dit, mais attends, est-ce qu'on pourrait pas diversifier les sources de revenus, avoir plus de frais de gestion, des frais fixes Ou revenir sur le modèle. Revenir sur un modèle plus traditionnel. Et ce qui nous a bien aidé, c'est qu'en fait, même dans les... Donc 2022, 2023, ça a pas mal baissé. Mais en fait, il y a eu des périodes de hausse. Et à partir du moment, comme nous, on a des clients qui rentrent tous les jours, à partir du moment où tu as des périodes de hausse, même si sur l'année, tu fais moins 10, en fait, il se peut que sur un trimestre, tu aies fait plus 5 ou plus 8, parce que c'est un peu remonté. Donc, on était quand même jamais vraiment à 0,0. Tu vois, il y avait toujours un peu une partie de nos clientèles qui était facturée, qui montrait en fait le potentiel du modèle. Donc, j'ai réussi à les tenir un peu comme ça. C'est rare de parler de... Tu vois, de dire comme ça publiquement, derrière un micro... notre modèle économique fait que des fois c'est un petit peu plus compliqué. On le vit finalement aux côtés de nos clients et voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ouais, je pense que... Enfin, alors moi je suis un jeune entrepreneur, tu vois, peut-être un peu idéaliste. Donc, mais je me dis que si on veut faire bouger les choses, l'alignement des intérêts, c'est vraiment ce qui manque dans l'univers de la banque, de la finance de manière générale. Mais donc la contrepartie, c'est que oui, c'est un coût. Si tu as vraiment les intérêts qui sont alignés, tout ne fait pas que monter, et donc c'est que tu dois vivre avec le client, les hauts et les bas. Mais comme moi j'ai confiance dans le fait que les produits performent sur le long terme, voilà, il y a des périodes à passer pour le client comme pour nous, mais bon, sur le long terme, ça marche, quoi. Trop bien. Voilà. Je voulais juste terminer sur le livret A. Ouais. Comment tu conseilles... Chacun a un peu son idée de comment on utilise le livret A. Toi, tu conseilles de l'utiliser comment? Alors, je pense que ça change un petit peu, parce que là, on est à 2 jours de la baisse du livret A. Donc, au moment où on enregistre le podcast, il est à 3% net, il passe à 2,4% dans 2 jours. Et ça peut paraître pas beaucoup, mais pour moi, ça change un petit peu la manière dont je vois le livret A. Okay. À 3%, sachant que quand on dit 3% sur le livret A, c'est net de frais, net de fiscalité. Ouais. Enfin, c'est vraiment super bien, super simple. Je me dis, c'est dur de faire mieux pour la partie sans risque. C'est-à-dire que t'as beau aller... À part que c'est plafonné. À part que c'est plafonné, effectivement. Mais moi, pour des petits placeurs, tu vois, dans mon environnement, en fait, si tu as 10 000 euros et que tu en as besoin pour un apport IMO dans quelques mois et tout, à 3%, ne t'embête pas trop sur ça. Là, à 2,4%, il commence à avoir un certain nombre de produits qui sont sans risque, qui sont plus performants que le livret A. Surtout que les rumeurs, en tout cas, tu sais, le calcul du taux du livret A, il est lié à l'inflation et il est réévalué 2 fois par an. Et donc, il se peut qu'au 1er août, ça baisse à 2%. Ça baisse encore. Ouais. Et du coup, dans ce contexte-là... Je fais une aparté, moi aussi, mais la grosse douille, j'utilise ce mot pour pas utiliser autre chose, mais c'est que tu parlais d'influenceurs sur LinkedIn qui parlent, qui font de la pédagogie sur ces sujets-là, mais à l'inverse, il aurait dû monter beaucoup plus haut. Si on avait suivi les calculs et que en fait, il y a une méthode de calcul et c'est le gouvernement qui décide oui ou non de l'appliquer à échéance. Et il aurait pu monter jusqu'à 6%. Ouais. D'ailleurs, c'est très marrant quand on voit, en fait, si on met les deux courbes, les courbes du livret A et les courbes de l'inflation, c'est très proche, historiquement. Et en fait, sur 2022-2024, c'est tiré tout droit sur le livret A, alors que l'inflation a monté beaucoup plus haut. Donc c'est très... visuellement, on le voit très bien que le gouvernement a dit là... Ouais, c'est très visible. Et donc là, dans le contexte où c'est un peu moins intéressant, moi, ce que je recommande, c'est vraiment avoir le minimum, donc 2-3 mois de salaire. Bon, après, ça dépend de chaque situation, tu vois, mais pas beaucoup plus que 5 000 euros, quoi. Parce que dans ce contexte-là, son intérêt principal devient sa simplicité et sa liquidité, mais moins son rendement. C'est-à-dire que tout le monde peut... Enfin, c'est presque un compte courant un peu rémunéré, tu vois. Mais le surplus, donc, si on a de l'épargne... je sais pas, on a eu un héritage ou on a fait une vente IMO et on sait qu'on a besoin de pas prendre de risques parce qu'on aura besoin de cet apport de 50 000 euros dans 1 an. Là, pour le coup, je recommande pas de mettre sur le livret A parce que, notamment, il y a le fonds en euros de l'assurance vie, donc la partie sans risque de l'assurance vie. C'est quoi les performances sur le fonds en euros Ça oscille entre 2,5 et 4. Enfin, nous, le nôtre est à 3,6 là. Ouais. Donc je comprends ce que tu dis, ça se justifie pas à 3,6 parce qu'il y a quand même une petite friction fiscale sur l'assurance vie. 3,6,3, ça se justifie pas. Ça justifie pas, même si t'as pas de plafond et tout. 3,6, 2,4,
ou 3-6-2, là, pour le coup, tu as envie de faire l'effort, sachant qu'effectivement, c'est un peu moins liquide. Mais bon, tu mets 5 jours quand tu mets 10 secondes sur le livret A. Enfin, 5 jours, pardon, sur le fonds en euros pour récupérer quand tu mets 10 secondes. Là, je pense que surtout sur des gros montants, la différence, elle se fait sentir, quoi. Donc voilà ma vue sur le livret A, mais qui est changeante avec l'actualité. Est-ce que pour toi, c'est une bonne idée de jouer avec soit le crédit conso, soit le prêt étudiant, soit le découvert pour financer notamment des apports pour des prêts ou prendre... Alors, est-ce que pour toi, c'est une bonne idée de prendre un prêt étudiant? Genre, c'est quoi un prêt étudiant? Je connais pas les taux des prêts étudiants. 1,5, 2? Ouais, ça dure monter. Disons 1% pour faire simple. Allez. Pour le placer sur à 5, 6 en bourse. Alors, moi, je pense que, de manière générale, c'est risqué. En fait, c'est... Rappelons que normalement, on n'a pas le droit. Normalement, on n'a pas le droit. Effectivement. Et en plus, pourquoi on n'a pas le droit? C'est que on s'expose à des risques importants. Admettons que t'empruntes, enfin, tu fais un prêt étudiant de 50 000 euros, tu dois rembourser, pour faire simple, 500 euros par mois. Donc, si tu les places en bourse, tu tirais sur tes 500 euros chaque mois pour rembourser. Mais si ce que tu as mis en bourse perd 10%, tu peux plus rembourser. Donc, tu as emprunté et tu dois rembourser avec de l'argent que tu n'as plus. Mais normalement, quoi. Tu rembourses avec un différé. C'est ça l'intérêt. C'est que tu l'empruntes, tu le fais travailler pendant 2, 3, 4, 5 ans et tu commences à rembourser avec tes premiers salaires. Mais donc, pour moi, sur ce point précis du prêt étudiant, ça sera pas pareil sur la prêt à conso. Okay. En fait, le prêt étudiant, il a cette caractéristique qui est souvent peu cher. Ouais. Et aujourd'hui, comme les taux... Et différé. Par nature. Ouais. Et en fait, il existe des produits sans risque qui sont largement plus que 1%. Tu vois, on parlait du 3,6 il y a 2 secondes. Donc moi, je ferais un entre-deux si je le faisais, qui est why not, mais en tout cas, faites-le sur les produits pas risqués, comme ça, vous êtes sûr de gagner la différence entre le 3,6 et le 1. On pourrait faire mieux avec de la bourse, surtout qu'il y a un différé et tout, mais en fait, pour gagner, je dis n'importe quoi, 1 000 euros au total, ça peut être, tu vas entendre que Trump a dit un truc, que les bourses baissent et tout, ça va te créer, tu vois, des peurs. Et donc, je me dis, en tout cas, là, c'est presque perso, tu vois, je me dis, le trade-off entre le gain pour les craintes que ça peut te créer est pas énorme, alors que tu as du sans risque avec un truc haut où tu es sûr de gagner. Moi, je ferais ça. Ce qui est pas possible, du coup, sur les prêts à la conso, parce que les prêts à la conso, c'est pas 1%. Non. C'est pas du tout 1%. Je pense qu'en ce moment, ça doit tourner à 5-6 un prêt conso. Moi, j'ai regardé, j'ai eu un mail de Cofidis, alors je sais pas pourquoi il m'envoie des mails, et si j'ai dû faire à l'époque, j'ai dû peut-être financer, payer en 3 fois sans frais, et du coup, mettez entre 8 et 15%, en fait. What? Sur les prêts à conso, c'est vraiment... je suis restée encore avant 2022, où le prêt à la consto, c'est 5-6, tu vois, prêt auto. Oui, mais quand le prêt étudiant était à 0,6, tu vois... Ouais, c'est vrai. Et j'ai pas actualisé mes taux. non, donc c'est très très dangereux. Et pareil sur le découvert. En fait, le découvert pour moi c'est un peu comme ta réserve sur ton plein d'essence, quoi. Est-ce que tu as vraiment envie de conduire et de partir en voyage juste sur ta réserve? Tu vois, c'est pareil. Ton découvert, c'est quand même censé être un peu ta petite marge. Si pour X raison, pendant un mois, tu y allais un peu fort ou tu as dépensé un peu trop, c'est bien d'avoir cette autorisation de découvert pour te permettre de ne pas être en difficulté. Donc, moi, je sais pas si je jouerais avec ça. Non, prêt conso... Non, mais surtout quand le conseil vient d'un institutionnel, moi, je trouve que c'est... lui, il serait mis à deux côtés. Il serait mis au prêt conso. Non, mais c'est hallucinant. Effectivement, le mec, j'ai trouvé une bonne occasion de placer un prêt conso. C'est une très bonne idée. Puis après, du coup, il va pouvoir prétendre à un prêt. Je vais lui faire le prêt. Exactement. C'est magnifique. Voilà. Les cartes à débit différé, j'ai vachement de mal avec cette histoire. J'en ai pris une il n'y a pas longtemps pour aller aux États-Unis, pouvoir louer une voiture. Et dès que je suis rentrée en France, je l'ai rendue. Moi, en fait, on rentre dans un système déjà qui est tellement différent. Récemment, tu vois, j'ai déménagé à Dubaï et je me suis pas encore familiarisée avec tout ça parce que c'est pareil. En fait, à part à la France, c'est monnaie courante partout. La vraie carte de crédit et non pas la carte de débit. On n'est pas câblé pour ça. Moi, j'ai l'impression que du coup, c'est mal utilisé et c'est utilisé surtout par les gens qui devraient pas l'utiliser.
dans une optique de s'acheter un petit peu de mou sur quelques jours pour finir la fin du mois. Et en fait, c'est le pire cas d'usage, quoi. Ouais. Mais tu as raison. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça. En fait, c'est que c'est ceux qui sont déjà le plus en difficulté qui vont payer, à qui ça va coûter le plus cher et à qui ça serait à ne pas recommander, quoi. Ouais. Mais tu as raison. Moi, j'ai du mal à me faire un avis sur l'intérêt qu'il y a pour un Français, tu vois, pour n'importe qui d'ailleurs, mais en tout cas, quand t'es quelqu'un avec un salaire pas trop important, c'est quand même plus simple en termes de gestion pour savoir où t'en es, Ouais. t'as tes points de repère, un peu des points de passage du mois en disant ok là je sais si je suis un peu en avance ou en retard, tu vois. Donc, je pense même qu'en termes de pédagogie sur la gestion du budget, encore une fois, c'est encore un petit caillou dans la chaussure de la pédagogie financière qu'on devrait faire auprès des Français, quoi. Voilà mon avis. Il paraîtrait que la bourse, ça fait perdre que de l'argent. Ouais. Ça fait que perdre de l'argent. Ça, c'est marrant, hein. Mais c'est un truc qu'on entend souvent. En fait, Tu penses... Alors, prenons un peu de recul. ouais. Ça vient pas de nulle part, tu Non. vois. Cette idée de... C'est quoi? C'est plus dans certaines classes sociales, ça... Non, mais en fait, c'est que quand les gens disent la bourse fait perdre de l'argent, ils assimilent le fait que parfois ils ont acheté une action. Tu vois, ton banquier a recommandé pour X raison en disant là, les actions Nestlé, il faut y aller. Tu vois. Et, et donc, effectivement, il y a pas mal, moi, pour ne citer qu'elle, Natixis, quand ils se sont introduits en bourse, tout le réseau des banques populaires et des caisses d'épargne ont recommandé à leurs clients d'acheter les actions Natixis. Mm. Natixis, mais ça a été introduit à 20, je crois que ça vaut 4 ou 5, quoi. Tu vois. Donc, et donc ça participe beaucoup parce qu'en fait, il y a pareil avec la Française des Jeux. Alors, la Française des Jeux, je crois que ça s'est plutôt bien passé. Mais tu vois, en fait, il y a quelques effets un peu de masse où des particuliers un peu néophytes souscrivent à quelques actions. Et parfois, effectivement, ça se passe mal et ils disent « Ah non, la bourse, c'est terrible ». Alors qu'en fait, la bourse, c'est un peu au-dessus. Ça regroupe toutes les grosses entreprises. Et donc, on sait qu'en moyenne, la bourse, tu disais tout à l'heure, fait entre 7 ou 8%, tu vois, parce que c'est quand même un très bon moyen de capter l'innovation des entreprises, l'innovation humaine de manière générale, tu vois. Mais si tu prends de manière entreprise par entreprise, effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup de déconvenues par manque de diversification, tu vois. Et l'autre difficulté, c'est que chaque cours de bourse monte et baisse. Et en fait, donc tu as statistiquement 100% des cas, peu importe l'action que tu vas acheter, où tu vas avoir de la baisse. Ouais. Et en fait, donc tout le monde va vivre cette expérience quand tu achètes une action en bourse de dire ça baisse. Et il y en a peu qui arrivent à résister et à ne pas vendre à ce moment-là. Et donc, quand bien même tu achètes du Tesla qui, sur le long terme, fait du 10-15% par an, en fait, tu peux avoir acheté Tesla et dire la bourse, ça baisse. Parce que tu as fait un moment moins 20, tu te dis ah, j'ai peur, je vends. Et donc, effectivement, pour moi, Tesla, ça a baissé. Tu vois. Donc, je pense que voilà, c'est les deux raisons qui expliquent ça. Ton banquier ou quelqu'un qui te recommande une action particulière qui ne marche pas forcément et la difficulté de gérer ses émotions dans les cas de baisse quand tu suis tes Air France, tes Carrefour, tes Hermès et que tu vends à la baisse. C'est les deux raisons qui font que pour moi, il y a vraiment ce cliché qu'on a du mal à combattre qui est que la bourse baisse. Mais ce qui n'est pas simple avec les gens qui ont finalement, tu vois, moins de 20 000 euros d'épargne, c'est que c'est souvent un capital dans lequel ils vont quand même aller régulièrement solliciter, quoi. Ouais. Tu vas régulièrement piocher dedans. Du coup, il y a peut-être cet espoir à l'origine d'être sur du long terme, mais finalement, tu finis sur du moyen, voire du court terme. Et là, tu peux... Ouais. Là, c'est compliqué, quoi. Parce que si tu as commencé à placer avec un horizon long terme en disant, allez, cette année, j'y mets, je vais chercher du 8%, comme m'a dit Thomas. Et en fait, oh là là, j'ai tellement mal géré que je dois piocher dedans pour les vacances ou la voiture ou la chaudière. Et là, évidemment, quand tu vas taper dedans, tu risques d'avoir... tu t'exposes au fait que, que ça passe mal. Mais tu as raison, c'est un bon point entre la théorie de je me fixe un cap. Ouais. Mais en fait, il y a des événements de vie, un changement de situation pro, perso, qui peuvent faire que
que ce cap est plus le même, en tout cas en termes d'horizon, et c'est OK, parce qu'en fait, en tout cas en bourse, l'argent n'est pas bloqué. Donc tu peux récupérer. Par contre, tu t'exposes au fait que tu récupères à -10. Donc nous, en tout cas, le conseil, on a tu vois, dans notre parcours, il y a des recommandations en disant, il faut que ça soit 30% un peu de ce que tu as par ailleurs, pour s'assurer que, en tout cas, c'est la dernière couche dans laquelle tu viendrais taper, si vraiment tu as un besoin. Pour que on t'aide le plus possible à tenir ton horizon d'investissement, parce que c'est vraiment la clé. Hein. C'est ce qui fait que tu peux aller sur des produits plus risqués. En gros, tu as 20 000, tu mets pas 15 000 à 10%, quoi. Non, mais je sais pas. Tu peux aller jusqu'à 10. Ouais, ce que je veux dire. Parce que, bon, si déjà tu pioches dans les 10 000, c'est que il t'en arrive des trucs, tu vois. Ou alors que t'as plus de revenus. Mais effectivement, si t'as 20 000 de côté et que t'as pas de revenus, alors tu mets pas 10 000, tu vois. Mais si t'as 20 000 de côté, que t'as un petit peu de revenus récurrents, la proba de avoir un accident de voiture, d'avoir un voyage un peu plus cher que prévu, d'avoir une machine à laver qui pète, d'avoir des radiateurs à changer et devoir vraiment grignoter dans ces 10 000, normalement, avec 10 000, t'as quand même un bon matelas, tu vois. Ça dépend aussi de l'horizon à laquelle tu peux reconstituer ton épargne. Exactement. Et ça me fait une transition avec le PER, produit spécial pour la retraite, qui, lui, a la particularité d'être bloqué. Enfin, ton argent est bloqué. Tu as quelques cas de déblocage anticipé, mais globalement... Mais t'as pas envie d'être dans ces cas. Sauf la résidence principale, mais... Tu les mets, par la résidence principale, tu les maîtrises pas et t'as pas envie. À qui tu recommandes un PER plutôt qu'une assurance vie? Alors, déjà, juste une petite incise pédagogique, parce que moi, je trouve, mais de manière générale, il y a un problème de lexique dans l'industrie financière française. Tu vois. Assurance vie, c'est juste un mot compliqué. Donc déjà, les gens pensent que c'est une assurance décès 9 fois sur 10. C'est un mot compliqué pour dire compte d'investissement. Donc, renommons ce truc compte d'investissement. Et PER, plan épargne retraite. C'est aussi un compte d'investissement. C'est aussi un compte d'investissement, mais c'est surtout un produit défiscalisation. Tu vois. Parce que dans les faits, on fait mémorater retraite, mais la vraie utilisation qu'en font les gens, c'est plus pour défiscaliser à court terme. Et je vais expliquer un peu le mécanisme. Mais effectivement, il y a un storytelling autour de c'est bloqué jusqu'à la retraite. Donc, c'est comme ça qu'on justifie qu'il y ait le mot retraite dedans. Mais dans l'utilisation qui en est faite, et nous, on le voit bien, c'est plutôt pour défiscaliser. Donc, en gros, c'est marrant. Ok, je te coupe, mais tu m'offres une nouvelle... J'aurais jamais mis le PER dans la case produit défiscalisation. C'est vrai. Ah ouais. Alors que, après, mais dans les faits, nous, c'est ce qu'on voit. Ouais, non, je comprends. C'est que les gens, dans les questions qu'ils nous posent, c'est pas « Ah oui, j'ai peur de ma retraite. » Alors, il y en a quelques-uns, tu as toujours 20% qui disent « Au moins, ça me force à épargner et à mettre de l'argent de côté dans lequel je ne pourrais pas piocher et du coup, je m'assure un peu une retraite. » Mais c'est 20%. Tu as 80% qui te disent combien il faut que je mette sur mon PER pour payer moins d'impôts cette année. Ok. Et ils viennent à toi avec ce niveau de connaissance, ou c'est aussi le conseil qui... Non, en fait, nous, donc soit c'est notre communication qui dit on t'offre une enveloppe qui te permet de réduire un peu tes impôts aujourd'hui. Et d'ailleurs, en plus, tu réduis aujourd'hui, mais tu repayes à ta retraite. Donc, il faut faire très attention faut être très clair sur la communication. Soit nous, dans notre parcours, en fonction de notamment tes revenus, ta tranche marginale d'imposition, le patrimoine que tu déclares, on va t'orienter. On essaie de te faire une recommandation entre une assurance vie ou un PER. Et donc ou peut-être les deux. Ou peut-être les deux. Et ce qui est vraiment discriminant, entre guillemets, pour te faire passer côté PER, c'est ton taux marginal d'imposition. Donc tes revenus, quoi. Si tu as des hauts revenus, c'est très intéressant parce que, grosso modo, le mécanisme, c'est que si tu mets 1 000 € dans un PER, c'est 1 000 € que tu peux enlever de tes revenus dans ta déclaration d'impôt. Donc, si tu es, dans le cas extrême, à 45% en impôt, tu vas enlever 1 000 €, donc tu vas payer 450 € en moins d'impôt. Donc, c'est très avantageux. Et donc, voilà, au-dessus de 40%, il n'y a pas de question, c'est très intéressant. Se pose la question à 30%, parce que, en fait, comme tu repayes à la sortie, si tu es à 30% aujourd'hui, il se peut que tu sois encore à 30% demain. Et donc, du coup, si tu as mis 1 000, tu économises 300 € aujourd'hui, mais que tu devras repayer. Mais de manière générale, si tu as quasiment la certitude à la sortie, à ta retraite, de redescendre d'une tranche... Faut y aller. Et même quand tu n'as pas la certitude, si tu es jeune, si tu as 35 ans, que tu payes
tu récupères les 30% aujourd'hui, tu les repayes les 30% demain, en fait, les 10 000 euros que tu auras mis sur ton PER, ils auront quand même travaillé pendant 30 ans, et c'est une partie de l'argent que tu n'aurais pas dû avoir. Donc, il y a même des cas de figure, tu vois, nous, on dit ça peut être intéressant, dans certains cas de figure précis, même si tu n'as pas la certitude de baisser de tranche à la retraite. Bon, voilà, donc c'est vraiment un truc, je trouve, qui est complexe, qui est pas forcément très sexy, mais je trouve que ça illustre bien à quel point, si t'es pas sachant, si personne fait l'effort de se mettre à ton niveau, en fait, tu comprendras jamais rien. Enfin, c'est pas clair, pas sexy, pas bien expliqué, voilà. Il n'y a que l'assurance vie qui est rentable. J'ai une cliente à qui on lui a dit ça. Alors, tout est ridicule dans la formulation, mais tu sais, c'est vraiment... On peut décortiquer, parce qu'il y a pas mal de trucs. Mais en fait, bon, déjà, parlons pas de tous les autres produits d'investissement qui sont rentables, mais la première erreur, qui est une erreur énorme et qu'on a souvent, c'est que l'assurance vie, ce n'est pas un produit. C'est juste un réceptacle, c'est un compte. Et en fait, dans l'assurance vie, on choisit des produits. On choisit. On peut pareil mettre avec le PER, c'est pareil avec le PEA. Exactement. T'as raison. Moi, j'utilise mon enveloppe, mes comptes d'investissement, c'est vrai. En fait, ça donne le cadre réglementaire et fiscal. Exactement. Et les conditions du contrat. Exactement. Mais à l'intérieur, tu peux choisir ce que tu veux. Tu peux mettre de l'immobilier, tu peux mettre du risqué, du pas risqué. Du private equity, de l'ETF, de l'action. Bientôt des cryptos. Alors, pas encore, mais on discute avec des assureurs pour essayer de les faire bouger sur ça. Mais donc voilà, donc dire que un réceptacle, une enveloppe, un compte d'investissement est rentable, c'est une hérésie, parce que ça ne rapporte rien en soi, quoi. Donc souvent, nous, ce qu'on a souvent, c'est l'assurance vie, ça rapporte pas beaucoup. Tu vois. Alors ça peut être, mais parce qu'en fait, les gens ou les conseillers même font l'amalgame entre le fonds en euros que tu mets dans l'assurance vie, mais qui est ce que tu as mis à l'intérieur et l'enveloppe en soi. Exactement. Donc voilà, donc sur l'assurance vie, c'est déjà faux. Enfin, il y a rien qui va. Et en plus, t'es bien placé pour connaître ça, notamment l'immobilier. Il y a quand même beaucoup d'autres types d'investissements qui peuvent être rentables, quoi. Donc, Et moi, je voudrais arrêter qu'on utilise le mot rentable comme un bouton switch on/off. C'est pas c'est rentable ou c'est pas rentable. En fait, ton argent, il travaille de manière positive à 3 et à 3,5 et aussi à 10. Et en fait, ça dépend de ce que tu cherches. Donc, après, en fait, la notion de rentabilité, je trouve qu'elle marche mieux de manière comparative. Un investissement est plus rentable qu'un autre. Enfin, cet investissement précis va être plus rentable que cet investissement précis. Mais je suis d'accord avec toi, faut pas parler des poches, des enveloppes, ça dépend ce que tu as mis à l'intérieur. Mon investissement immobilier, celui-ci très précisément, a été plus rentable que le MSCI World sur la même période. Ça, c'est une phrase qui a du sens. Mais mon investissement immobilier n'était pas rentable ou était rentable. Alors, si vraiment tu as perdu de l'argent, oui, on peut dire que c'est rentable. Là, on peut dire, ok, d'accord. Mais si tu n'as pas perdu d'argent, il y a toute une échelle et des niveaux de rentabilité, tu vois. Et il y a plein de Pinel qui sont rentables de ce point de vue-là, en fait. Enfin, il y en a plein qui n'ont pas fait perdre d'argent. Par contre, c'était peut-être un degré très bas de la rentabilité. De la rentabilité. Mais moi, j'aime bien qu'on voit pas la rentabilité comme un bouton on-off, mais comme une échelle. Tu as raison. Et je pense que ce que tu as dit au début est vraiment très vrai, c'est que c'est assez personnel, en fait. Si t'as que 1 an, parce qu'après t'as un projet IMO, en fait, tu peux pas t'attendre. Enfin, ton seuil de rentabilité, toi, il va se situer entre 2 et 4%. Et déjà, si tu fais 3,5, ça sera super bien, parce que en fonction des contraintes que tu as, ton projet, ta situation, tes envies, effectivement, chaque fourchette de rentabilité est très propre à chaque projet d'investissement. Et quand je dis aux gens, ils me font « Ah, tu places ton argent où ?» Je fais « Alors moi, mon argent est sur des livrets et sur une assurance vie profil, tu sais, le plus bas. Ou un truc, tu vois. Parce que moi, j'appelle ça du stockage. Moi, je stocke mon argent en attendant de l'utiliser. Donc, c'est du court terme. J'ai juste besoin d'un truc qui me fasse pas perdre de l'argent, le temps de l'utiliser à horizon 2 ans sur d'autres types d'investissements, soit des rachats de business, soit de l'immobilier. Et donc, c'est ma thèse d'investissement. Donc, moi, évidemment, je cherche pas à faire travailler mon argent à 8%, enfin, l'argent
mes liquidités, je cherche pas à les faire travailler à 8%. Ouais. Par contre, quand je dis aux gens que ma thèse d'investissement est à plus de 80% sur l'immobilier, les gens me regardent comme ça. Parce qu'avec l'effet de levier, c'est pas très très compliqué, mais on n'en parle pas souvent. Non, mais je suis 100% d'accord. Sur l'assurance vie. Vous faites de l'assurance vie mineure, on en a parlé tout à l'heure. J'ai une cliente qui me disait, le banquier m'a dit, non, je vais pas vous ouvrir une assurance vie au nom de votre enfant, je vais vous ouvrir une assurance vie pour vous et on va le mettre en bénéficiaire. En vrai, tu vois, moi je suis moins calée sur ces sujets-là et je vois pas où est le problème. Qu'est-ce que tu en penses? Bon conseil ou mauvais conseil? Donc, mauvais conseil, mais on est au niveau 2 de la technique. Tu vois, il y a un peu le niveau basique qu'on a évoqué sur le livret. Et là, on est à un niveau de subtilité qui est le suivant. Qui est que, en fait, quand tu donnes à tes enfants, alors dans la limite de ce qui peut être un peu exonéré, mais de manière générale, tu vas être taxé sur la donation. Et du coup, si tu ouvres un contrat d'assurance vie et que tu mets en bénéficiaire ton enfant, c'est ton contrat d'assurance vie. Ouais. Donc, si tu veux lui donner à un moment l'argent qu'il y a sur ce contrat d'assurance vie, en dehors de ton décès, avant ton décès, exactement, eh ben, tu vas devoir récupérer l'argent et lui faire une donation. Mais du coup, admettons que tu aies accumulé de l'argent pendant 15 ans, parce que dans ta tête, c'était le compte pour ton enfant, et ben, tu as peut-être 50 000 euros, et du coup, tu t'exposes au fait que ces 50 000 euros soient taxés au titre de la donation. Okay. Alors que... Et en plus, tu ne pourras pas trop échapper à ça, parce que c'est très visible. Et en plus, c'est compliqué. Ouais. Oui. Et alors que si tu fais différemment, c'est que tu ouvres un compte directement à son nom, en versant, n'importe quoi, 100 euros ou 150 euros par mois, donc 1000 ou 2000 euros par an. En fait, tu es sur ce qu'on appelle du don d'usage. C'est 100 ou 150 euros par mois parce que don d'usage, donc c'est propre à chaque personne, mais on estime que c'est ce que tu peux donner et qui est assez indolore en fonction de ton rythme de vie, tu vois. Le don d'usage, il est non taxé, c'est quoi? C'est l'argent de poche? Ouais, l'argent de poche, un cadeau de Noël. Cadeau pour un mariage, un anniversaire, voilà. Donc, en fait, tu peux réussir à atteindre ces mêmes 30 000 euros à ses 18 ans ou à ses 20 ans sans uniquement via du don d'usage. Et du coup, ça lui appartient. Il n'y a pas de donation. Et du coup, lui, il a la même somme, mais toi, au passage, t'as pas eu à payer des frais de donation. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un très mauvais conseil, sauf si tu te dis je donne sans donner. C'est-à-dire que je sais jamais si dans 5 ans, je veux me faire un tour du monde et que je veux garder la liberté, alors que cet argent soit ma propriété. Effectivement, l'option 1 est bonne. En revanche, si tu dis... Parce que tu peux pas piocher dans l'assurance vie de ton enfant mineur? Alors, en fait, la règle... C'est non. La règle, c'est si tu veux piocher de l'argent pour sortir de l'argent d'un contrat d'assurance vie mineure, c'est vers un RIB, un compte courant qui est au nom du mineur. Voilà. Mais bon, après, c'est souvent le représentant légal qui gère... T'as les codes d'accès. Exactement. Voilà. Okay. Donc, tu pourrais, mais voilà, si on est dans la pure théorie, c'est censé appartenir à l'enfant. Mais moi, ma recommandation, c'est si tu fais ça pour payer ses études, lui payer un apport, tu peux lui laisser et tu lui diras juste si tu as des problèmes financiers, c'est toi qui payes tes études, je t'ai déjà mis un petit pactole de côté, tu vois. Donc voilà, donc mauvais conseil. Toi, quel truc t'entends dans ton quotidien qui te fait bondir sur ces sujets-là? Tu vois, l'assurance vie, les comptes d'investissement en produits de placement en vogue. Ouais. Nous, vraiment, le truc qu'on a souvent, c'est des comparaisons complètement... Qui n'ont pas de sens, qui sont farfelues. Qui sont complètement farfelues. Du type? Tu vois, du type... alors bon, c'est un peu complexe, mais notamment les produits structurés qui sont un peu en vogue en ce moment, tu vois. Tu as des promesses de rendement de faire 7 ou 8%, tu vois. Mais en fait, derrière, tu as des conditions. C'est si le CAC 40 augmente de temps sur la période. Enfin, le truc est illisible, incompréhensible. Sauf que l'épargnant s'arrête là en disant « Attends, mais regardez, j'ai un 7%, il a marqué c'est garanti. » Garanti, ouais. Il dit garanti. Et il dit « Chez vous, j'ai un compte et là, j'ai fait que 5%, votre truc, c'est nul. » et tout. Et donc, il y a beaucoup de cas de figure où ça nous demande un travail pédagogique de réussir à déconstruire, expliquer. Parce qu'en fait, de manière rationnelle, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de... modulo le levier, tu vois. Mais en tout cas, nous, dans notre secteur,
fais 7, 8, 9, 10 et estime-toi heureux. Essaye pas d'aller chercher le 15%, tu te feras... Pour moi, sans effet de levier, je te disais, ça va de 3 à 15. Et 15, on est sur les fonds de private equity, bien dynamiques. Ou l'investissement dans la tech, exposé. tu vois, on est très plus volatile. Exposé, ouais. Mais donc on a ça souvent, des comparaisons farfelues où ça nous demande beaucoup de temps de vraiment de faire de la pédagogie. Ça c'est le premier truc et le deuxième et qu'on évoquait tout à l'heure, c'est j'y vais pas et là tous les jours différents, il y a une raison différente. Là il y a Macron qui a fait la dissolution, là le gouvernement va sauter, là il y a Trump, là il y a le conflit en fait. Tiens, c'est hyper intéressant. Est-ce que toi, tu constates des mouvements liés à l'actualité tu vois, en ce moment, on dit quand même que c'est hyper morose depuis la dissolution. Toutes ces discussions sur le budget, on ne sait pas du tout à quoi on va être mangé en termes d'épargne, d'impôts, etc. Est-ce que toi, tu le vois, ça ? Alors, donc on le voit de manière quali dans les verbatims, parce que ce que je te dis là, on l'a très régulièrement, tu vois, de dire c'est pas le bon moment, voilà. Dans les chiffres, pas tellement, parce qu'en fait, malgré le contexte, en fait, il y a une petite différence entre le contexte un peu médiatique qu'on voit et la bourse. Étonnamment, en fait... Parce que heureusement que la bourse ne dépend pas de ce qu'on fait en France. Exactement. Mais même la bourse de Paris, en fait, c'est majoritairement des entreprises qui sont très internationales. Donc, elles font une grande partie de leur business aux États-Unis ou dans les pays émergents. Et donc, en fait, elles arrivent, malgré le climat qui est pas top, à avoir des bons chiffres. Tu vois. Donc, en fait, tu as une petite décorrélation. Donc, nous, on a des bons chiffres et on le voit pas trop parce que les clients satisfaits, donc tu as encore un effet un peu bouche à oreille. Et tout. Mais... il y a beaucoup plus en fréquence de verbatim de dire j'y vais pas, c'est pas le bon moment à cause du contexte, on sait pas ce qui va se passer, ou on a des phrases qu'on n'avait pas avant qui est mais est-ce que le gouvernement va pas venir piocher dans mon épargne, tu vois, donc c'est marrant parce que moi je l'entends de plus en plus aussi. Ah ouais, c'est un truc de fou. On l'entendait pas il y a 6 mois, enfin avant 6 mois, et là depuis 6 mois vraiment, et toi il y a des gars qui me disent mais est-ce qu'on peut pas ouvrir une assurance vie luxembourgeoise et tout, donc ça, c'est un truc qu'il n'y avait pas avant. En tout cas, il y a cette idée de je ne vais pas mettre tout mon argent sur un compte parce que je connais moins la réglementation de toi. C'est 70 000 euros. 70 000 euros, mais par contrat ou par personne ? Par contrat. Voilà. Et donc, moi, j'entends aussi beaucoup de gens qui disent je vais mettre des fois un petit peu plus de 70 000, mais tu vois, je vais mettre... pour les gens qui ont vraiment du patrimoine liquide, je vais mettre 100 000, 100 000, 100 000 et je vais ouvrir autant d'assurance vie qu'il faudra parce que il est hors de question que je m'expose à ce risque-là. Et c'était risible, tu vois, dans ma tête, je trouvais ça risible il y a encore 3-4 ans. Et puis aujourd'hui. Pourtant, c'est rare et ce serait vraiment... Parce que c'est arrivé, je crois que c'est arrivé en Islande. Il y a quelques années, c'est quand même très rare. Et si la France se mettait à faire ça, ce serait... C'est vraiment, nous, ce qu'on dit, mais bon, vraiment c'est qu'il y a des gros problèmes par ailleurs, quoi. Des très gros problèmes. Mais je sais pas pourquoi, ça me fait vachement moins rire qu'il y a quelques années, tu vois. Non, mais donc ça, c'est des verbatims, c'est vraiment des réflexions qu'on a très souvent, quoi. Et j'en avais j'ai un autre truc qui m'a sorti la tête qui reviendra. Mais donc voilà. Donc on a souvent... Puis la recommandation de l'oncle ou du cousin, tu vois, non expert, qui m'a dit qu'il fallait faire exactement ça. Alors que quand toi t'étudies la situation du potentiel investisseur, tu dis attends, mais là en fait, toi tu es en CDD, t'as pas encore beaucoup de revenus, donc je pense pas qu'il faille aller sur ce profil de risque. Voilà. Nous on passe beaucoup de temps à essayer de déconstruire des clichés, des recommandations foireuses. De la communication sur les réseaux sociaux qui va pas forcément dans notre sens, dans le sens où c'est souvent un peu trop beau. Donc voilà. Donc en tout cas, si j'avais une recommandation à faire, c'est de dire si le truc est trop facile, trop beau, trop simple, ça pue. C'est qui ton plus gros concurrent au final ? La banque, de loin. Pourquoi tu crois qu'on fait ce podcast sur les banques ? Non, nous, en tout cas, avec notre population, un peu du tout venant, c'est aujourd'hui alpagué par la banque. Tu vois. Et ton client principal, toi, t'as plus monsieur ou madame ? C'est une bonne question. Nous, on est 80% monsieur. Et juste sur les mineurs, on est 50-50. Ok. Tu sens quand tu... Tu vois, j'aurais cru que t'avais plus de femmes. Ah non. Pourtant, moi, j'ai une associée femme. Elle a toute une
a toute une thèse, elle fait des podcasts sur ça, tu vois, on essaie de travailler, mais et je crois que la moyenne, tu vois, nous on n'est pas très bon élève, mais c'est 75-25, quoi. Ouais, j'allais dire 70-30, effectivement. Ouais, voilà. Grosso modo. Mais donc, il y a un vrai sujet de la place de la femme, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais il y a une étude qui est sortie sur le comportement des femmes en termes d'investissement. Et en fait, elles sont beaucoup plus rationnelles, elles sont meilleures gestionnaires, du coup, elles ont des meilleures performances. J'ai fait plusieurs épisodes là-dessus. Il y a plein de phénomènes intéressants. Alors, elles se pensent beaucoup moins sachantes, donc elles suivent davantage les recommandations du type DCA, investissement à long terme, etc. Ah oui. On leur a dit que les ETF, c'était ce qu'il y avait de mieux. Alors, elles vont, tu vois, je fais de l'ETF, je ne vais pas chercher. Et les hommes ont plus ce truc un peu mâle, testostéroné, à vouloir, à chercher à faire des coups. Ouais. Tu vois, je vais essayer de faire mieux que la moyenne, faire mieux que tout le monde. Et tu vas avoir ce petit peut-être pic d'ego ou je sais pas quoi, qui va le pousser à essayer de... typiquement, je vais acheter de l'action Tesla, je vais quand même me tenter sur un ou deux trucs. Bon, je sais que c'est pas ce qu'il faut faire, mais je suis sûre que je peux y arriver, tu vois, quelque chose comme ça. Et on va retrouver ça dans la bourse, dans la crypto. Après, pour les plus... Ils vont aller chercher le copy trading ou ce genre de choses, mais on va le retrouver quand même, même dans l'IMO, hein, on va retrouver des comportements un petit peu plus risqués et pas avec plus de performance. Ouais. Et aussi, ça, c'est une statistique qui m'a effrayée, les statistiques de l'AMF, parmi tous les gens qui se déclarent avoir été victimes d'arnaques à l'investissement, 40% sont des hommes de moins de 30 ans. Ah ouais? 40% sont des hommes de moins de 30 ans. Alors, dans la mesure où de toute façon les hommes investissent plus, ça se comprend, mais il y a vraiment un truc sur... mais les jeunes hommes sont de loin les plus targetés sur tout ce qui est arnaque à l'investissement en ligne, sur les réseaux sociaux, et notamment, le grand truc du moment, c'est le copy trading, mais c'est... Tu me diras... On a tous entendu un mec qui a dit moi j'avais du Bitcoin en 2015-2016. Donc ça semble beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible de faire un gros coup. Et donc effectivement, le FOMO sur ce sujet-là, le FOMO est beaucoup plus important chez les hommes. Ça, j'ai pas de statistiques pour le montrer. Moi, c'est vraiment mon expérience de 5 ans. Moi, j'ai l'impression que les hommes sur des sujets d'argent vont avoir plus le FOMO. Tu sais, à un moment donné, quand tout le monde autour de toi, quand tous les signaux te montrent que on peut arriver à faire de l'argent avec le Bitcoin, avec des trucs comme ça. Et putain, je suis en train de passer à côté de quelque chose, c'est pas possible. Là, mais t'as raison, il y a peut-être un sujet d'égo. C'est mon ego, quoi. Je vais quand même pas passer à côté du truc. Et tu sais quoi, moi, en 5 ans, je m'intéresse, tu vois, je parle d'argent matin, midi et soir depuis 5 ans. Je n'ai aucun FOMO avec la crypto. Mais zéro. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, je vais y aller, je loupe un truc. Je me dis, en fait, il y a une partie de moi qui me dit, peut-être je loupe un truc, mais c'est OK. Vraiment, j'ai aucun problème avec ça. Et je le dis tout le temps, je suis ignorante sur le sujet, ça m'intéresse pas. Peut-être que je passe à côté d'un truc, mais moi, je sais que tout ce que j'investis, ça me rapporte beaucoup d'argent parce que je le fais bien et je suis très sachante dans mes domaines et je préfère largement faire ça, quoi. Mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur... Enfin, moi, je suis comme toi sur la crypto, même si on essaye de s'ouvrir, parce qu'il y a une forte demande utilisateurs, tu vois, donc on disait si on arrivait à faire un ETF Bitcoin, un truc assez simple. C'est différent, toi. C'est normal que tu t'intéresses au sujet parce que tu... Mais moi, à titre perso, tu vois, je me dis, je sais faire un 10% par an via les investissements risqués en bourse, tu vois, et pour aller chercher, alors... un 10, 15, 20% via les cryptos, l'inconfort que ça me génère de ne pas savoir, de pas maîtriser le sujet, fait qu'effectivement, je me dis, OK, je reste dans ce que je maîtrise et je sais que potentiellement, je passe à côté d'une opportunité, mais c'est sciemment, quoi. Ouais, il y a la courbe d'apprentissage. Tu sais que tu vas mettre... soit tu t'y intéresses pas du tout, mais comme tu dis, il y a un inconfort émotionnel qui va être fort. Soit tu t'intéresses au sujet et tu sais qu'il faut qu'il t'y consacre 100 heures pour comprendre le truc, quoi. Et le coût d'apprentissage est beaucoup trop élevé. Ouais. Je comprends. Bon, écoute, je crois qu'on a fait pas mal de tours, quand même. On en a fait. J'espère qu'on a déconstruit des... Ouais, je suis désolée pour les... Je sais pas si je suis désolée, en vrai. Non, je pense qu'on dit une vérité, à un moment donné. Et je pense que il faudra le redire, quoi.
Bien sûr. Et en plus, juste en conclusion, moi, je pense qu'il ne faut pas taper sur les banquiers pour taper sur les banquiers, parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les banques, qui font super bien leur boulot. Moi, je pense que c'est presque systémique. C'est qu'il y a un retard culturel, tu dis des contraintes réglementaires, des mauvais conseils qui se passent de groupe en groupe, tu vois, et qui nous obligent à essayer de faire ce genre d'exercice qui a pas vocation à taper sur, mais qui a vocation à essayer d'apporter une vision un peu plus froide et sans biais. Ouais, moi je suis vraiment plus virulente sur le sujet. Moi je suis convaincue que le système se gave depuis des décennies sur le manque d'éducation financière de la population. Et c'est pas un sujet français. Hein. Ouais. C'est loin d'être un sujet français. De manière générale, l'industrie mondiale de la finance se gave sur l'inculture, l'incompétence financière des gens. Et on l'a dit tout à l'heure sur tous les produits, le gars se rémunère sans que le client le sache. Bah ouais, tu dis ok, si vous voyez en ce moment passer des produits structurés et qu'il y en a un petit peu plus qu'avant, en fait, c'est parce qu'il y a quelqu'un en haut qui s'est dit il y a un truc à faire. Il y a un truc qui marche. Il y a un truc qui marche, qui marge et qui marche. Les deux. Donc non, moi T'es plus virulente. Ouais, mais c'est ma posture. T'es plus Dubaï, toi. Moi, je suis encore en France. Je peux venir chercher. Me lance pas sur ce sujet parce que moi, je m'en prends aussi, tu vois. Ah ouais. Bah non, mais le Dubaï n'a pas bonne réputation. Et donc, moi, du coup, je suis une victime de la réputation de... Du Dubaï bashing. Ouais. C'est un sport national, le Dubaï bashing. Pour ceux que ça intéresse. Heureusement que ça n'intéresse pas tout le monde. Mais oui. Et en fait, c'est drôle parce qu'à un moment donné, il faudrait redonner quelques vérités sur le fait qu'il y a plein d'avantages, et notamment financiers, à être à Dubaï, mais on paye la TVA en France. Donc, ouais, ça, les gens ne le savent pas. Pas du tout. La TVA, c'est français. Donc, 20%. Il y a des impôts sur les sociétés. C'est moins important qu'en France. Par contre, c'est vrai qu'il y a plein d'impôts sur le revenu. Et aussi, partir de la France, c'est pas si simple que ça. Et il y a aussi beaucoup de contraintes sur le départ. Et nous, on a l'essentiel de nos activités, de nos patrimoines qui sont en France et fiscalisés en France. Et quand je l'explique et que je le dis dans un épisode, les gens comprennent, mais sinon, qui est cette influenceuse ? Influenceuse, bon, ok, je prends. Qui est cette influenceuse qui est partie à Dubaï pour des raisons fiscales. Mais non, je pense qu'il y a une vraie méconnaissance et puis une méconnaissance aussi de ce que c'est que de vivre dans un pays comme Dubaï où c'est safe, où c'est propre, où il fait beau toute l'année, où le cadre de vie est incroyable. C'est vrai que c'est pas la météo qu'on a. Ouais, je sais. J'adore la France, mais je souffre du froid. Bref, c'était mon petit aparté sur la fin. Je te remercie énormément, Merci Thomas. Beaucoup, Delphine. Trop sympa. Si vous avez envie de vous intéresser à mon petit placement, c'est monpetitplacement.fr. Je vais pas réviser avant. Donc monpetitplacement.fr, vous faites une demande sur le site et puis il y aura soit il y a un parcours indépendant que tu peux faire tout seul ou alors il y a un conseiller à un moment donné. Et pour ceux qui ont des questions, nous, on a un chat. Et je le dis parce qu'il y a des conseils 7 jours sur 7, même le dimanche. Donc, s'il y a même des questions avant de vouloir faire des questionnaires et tout, poser des questions, c'est des vrais conseils derrière, c'est pas un chatbot. Et tout. Ok. Et ils sont formés comment, tes conseillers ? Alors, nous, du coup, donc, ils ont, en fait, comme ils ont des agréments, ils ont besoin de justifier un diplôme. Donc, c'est soit un diplôme de conseiller en patrimoine, soit une expérience en banque. Et nous, on refait une formation spécifique à l'offre multiplacement, donc qui est courte, qui est de l'ordre de 1 mois, mais quand ils arrivent, tu vois. Donc, ils ont un peu un truc spécifique à nous. Mais en tout cas, ils ont des agréments pour pouvoir vendre. Réglementairement, ils ont des agréments. Ok. Voilà. C'est rassurant. Ouais. Bon, monpetitplacement.fr. Merci beaucoup. Merci, Thomas. Ciao.